À l'âge de 72 ans, Catriel avait accepté sa place dans le monde. Invisible pour certains, une nuisance pour d'autres. Bon retour et profiter de l'histoire. Elle vivait seule dans une petite maison au bout d'une rue crevassée à Marseille, derrière une clôture tordue que personne n'osait franchir. Les enfants l'appelaient la sorcière, chuchotant des histoires inventées sur la façon dont elle maudissait les animaux de compagnie et empoisonnait les jardins. Les adultes n'étaient guère plus gentils. Le facteur laissait ses lettres négligemment froissées. Les employés des magasins levaient les yeux au ciel quand elle demandait de l'aide pour atteindre les étagères. Même la femme du pasteur avait dit un jour, d'une voix pas assez basse, « Ce n'est pas étonnant qu'elle soit seule ». Certaines personnes rendent trop difficile de les aimer. Mais ils ne connaissaient pas l'histoire de Catriel. Ils ne savaient pas que 30 ans auparavant, elle avait perdu son fils unique dans un accident de voiture, ou que son mari, consumé, par le chagrin, était parti 2 ans plus tard, laissant un mot qui disait simplement « Je n'en peux plus ». Catriel n'avait pas choisi la solitude l'avait choisie. Chaque matin, elle arrosait le petit rosier près de son porche, lui parlant comme à un vieil ami. C'était le seul être vivant qui était resté. L'automne marseillais apportait une fraîcheur qui ravivait les souvenirs les plus profonds de Catriel, ceux qu'elle tentait de garder enfouis sous des couches de routine quotidienne. Le quartier de la Plaine où elle habitait avait bien changé au fil des décennies, mais sa douleur, elle, restait intacte, comme cristallisée dans le temps. Un après-midi nuageux, alors que Catriel taillait les feuilles mortes, elle entendit un faible gémissement. Elle se retourna et vit un petit garçon, pas plus de 6 ans, debout à sa barrière, tremblant, sa veste déchirée, son visage strié de larmes. Instinctivement, Catriel se redressa et s'écria « Es-tu perdu, mon enfant ?» Le garçon hésita, visiblement terrifié. Ses amis l'avaient prévenu « N'approche pas de la maison de la sorcière ». Mais quand il regarda le visage de Catriel, il ne vit pas un monstre. Il vit une femme qui semblait aussi effrayée et seule qu'il se sentait. « Ma maman n'est pas à la maison », bégaya-t-il, « et je ne trouve plus ma maison. » Sans réfléchir, Catriel ouvrit sa barrière et s'agenouilla, ignorant la raideur de ses genoux. « Viens ici, mon petit, » dit-elle, la voix tremblante d'une tendresse inutilisée depuis longtemps. Lentement, le garçon s'approcha. Elle enveloppa ses minuscules épaules de son châle et le conduisit à l'intérieur. La maison sentait la cannelle et les vieux livres. Elle lui prépara une tasse de chocolat chaud comme elle le faisait pour son fils les jours de pluie. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement. « Ferdinand » renifla-t-il. « Eh bien, Ferdinand, appelons quelqu'un pour nous aider, d'accord ?» La police arriva en quelques minutes, mais cela sembla une éternité. Catriel resta assise à côté de Ferdinand tout ce temps, tenant sa main, fredonnant doucement. Quand la mère de Ferdinand se précipita, affolée et en pleurs, elle serra son fils dans ses bras et se tourna vers Catriel. « Je ne vous remercierai jamais assez, » dit-elle, les yeux brillants. « Tout le monde disait que vous étiez, différente, mais vous êtes un ange. » Catriel secoua la tête, submergée par l'émotion. « Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. » Après ce jour, tout changea. Ferdinand raconta à tout le monde à l'école l'histoire de Madame Catriel qui m'a sauvé. Il leur parla de son rosier, de son chocolat chaud, et de comment sa maison n'était pas du tout effrayante. C'était l'endroit le plus chaleureux où il avait jamais été. Les jours suivants, Catriel remarqua que les regards dans la rue avaient changé. Les gens ne détournaient plus les yeux. Certains hochaient même la tête en signe de reconnaissance. Pendant des années, elle s'était habituée à être invisible, à être l'objet de chuchotements et de regards furtifs. Maintenant, c'était comme si on la voyait vraiment pour la première fois. Un matin, alors qu'elle sortait pour acheter son pain quotidien, elle trouva un petit paquet sur le pas de sa porte. À l'intérieur, il y avait un dessin colorié et un cœur rouge vif entourant 2 silhouettes qui se tenaient la main, une grande et une petite, signées simplement
Ferdinand. Le papier tremblait dans ses mains vieillissantes. Le boulanger, Monsieur Laurent, qui l'avait toujours servi avec une politesse distante, lui sourit ce jour-là. « J'ai entendu ce que vous avez fait pour le petit Ferdinand, » dit-il en lui tendant une baguette encore chaude. « C'est offert par la maison aujourd'hui. » Catriel sentit quelque chose se briser en elle, non pas de douleur, mais comme si une vieille croûte se détachait enfin d'une blessure, permettant à l'air frais d'entrer. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix rouillée par le manque d'usage. Sur le chemin du retour, Madame Dupont, la femme du pasteur qui avait prononcé ces paroles cruelles des années auparavant, s'arrêta devant elle. Catriel se prépara instinctivement à une autre remarque acerbe. « Catriel, » commença Madame Dupont, l'embarras colorant ses joues, « je me demandais si vous aimeriez venir prendre le thé un de ces jours. J'aimerais apprendre à vous connaître. » La surprise rendit Catriel momentanément muette. Elle hocha simplement la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Catriel ouvrit la boîte qu'elle gardait sous son lit. Elle contenait les affaires de son fils, Thomas. Des photos jaunies, un petit pull tricoté, un carnet de dessins enfantins. Pendant 30 ans, elle n'avait pas pu supporter de les regarder. Maintenant, elle les tenait contre sa poitrine, laissant enfin les larmes couler librement. « Tu me manques tellement, mon petit Thomas », chuchota-t-elle à la photo qui lui souriait. « J'ai essayé de continuer sans toi, mais je ne savais pas comment. » Cette nuit-là, Catriel dormit d'un sommeil paisible, pour la première fois depuis des décennies, comme si le poids qu'elle portait s'était légèrement allégé. Le lendemain matin, un petit coup à sa porte la surprit. C'était Ferdinand, accompagné de sa mère, Élise. Les yeux de Catriel s'agrandirent de surprise. « Ferdinand voulait absolument vous voir, » expliqua Élise avec un sourire timide. « Il a insisté pour vous apporter ceci. » Ferdinand tendit un pot contenant une petite pousse de lavande, caractéristique de la Provence. « Pour votre jardin, » dit-il fièrement. « Maman dit que ça sent bon et que ça rend les gens heureux. » Les mains de Catriel tremblaient en prenant le pot. « Voulez-vous m'aider à la planter ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux de Ferdinand s'illuminèrent. « Oh oui !» Ce simple moment dans son petit jardin, à creuser la terre avec Ferdinand, pendant qu'Élise préparait du thé à l'intérieur, fut comme une révélation pour Catriel. La vie continuait. Le chagrin ne disparaissait jamais complètement, mais peut-être, juste peut-être, y avait-il de la place pour autre chose à côté. Une semaine plus tard, alors que Ferdinand revenait de l'école, il vit 2 garçons plus âgés jeter des cailloux sur la fenêtre de Catriel. Sans hésitation, il courut vers eux, son petit corps tremblant d'indignation. « Arrêtez! Madame Catriel n'est pas une sorcière. Elle est gentille et fait le meilleur chocolat chaud du monde. » Les garçons ricanèrent. « Qu'est-ce que... Tu en sais, bébé ?»« Je le sais parce qu'elle m'a aidé quand j'étais perdu, » répondit Ferdinand, les poings serrés. « Et vous êtes méchant. » La porte de Catriel s'ouvrit à ce moment-là. En voyant la scène, elle sentit une étrange chaleur l'envahir. Ce petit garçon la défendait. Quelqu'un prenait position pour elle. « Ferdinand » appela-t-elle doucement. « J'allais justement préparer des biscuits. Peut-être que tes amis aimeraient t'en goûter aussi ?» Les garçons se regardèrent, confus. Ce n'était pas ainsi que les sorcières étaient censées se comporter. Ferdinand sourit largement et fit signe aux garçons hésitants. « Ces biscuits sont encore meilleurs que son chocolat. » À contre-cœur, mais poussés par la curiosité et la faim d'adolescents, ils suivirent Ferdinand dans le jardin de Catriel. Ce fut le début d'une étrange tradition. Les mercredis après-midi, la maison de la sorcière devint le lieu où les enfants du quartier venaient goûter. Au début, c'était juste Ferdinand et les 2 garçons, Lucas et Simon. Puis d'autres se joignirent à eux, attirés par les histoires de biscuits et de la vieille dame qui n'était pas si effrayante après tout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tout change ainsi? Comment un simple acte de gentillesse envers un enfant perdu a-t-il pu transformer toute la vie de Catriel? Est-ce que la peur des autres n'était finalement qu'un malentendu? Et toi, connais-tu quelqu'un dans ton entourage qui, comme Catriel, est peut-être mal jugé?
dis-moi dans les commentaires. Pour Catriel, chaque mercredi apportait un nouveau rayon de lumière dans sa vie. Elle avait presque oublié le son du rire des enfants, la sensation d'être utile, d'avoir un but. Elle commença à partager des histoires avec eux, des contes de la Marseille d'autrefois, des récits de son enfance pendant la guerre, des légendes et provençales que sa propre grand-mère lui avait racontées. Les enfants écoutaient, fascinés, leurs yeux grands ouverts, absorbant chaque mot. Élise, la mère de Ferdinand, devint une visiteuse régulière elle aussi. Les deux femmes, séparées par plusieurs décennies, mais unies par une connexion inattendue, passèrent de nombreuses soirées à parler autour d'une tasse de thé à la verveine. « Comment avez-vous continué après ?» Élise hésita, ne sachant pas si elle pouvait mentionner la perte que Catriel avait subie. « Après la mort de mon fils ?» termina doucement Catriel. Elle regarda par la fenêtre, vers le rosier qui, contre toute attente, fleurissait encore en cette saison. « Je ne sais pas si j'ai vraiment continué. Je dirais plutôt que j'ai existé. Je respirais, je mangeais, je dormais, mais vivre, non, je ne vivais pas vraiment. » Élise posa sa main sur celle de Catriel, ridée et marquée par les années. Et maintenant, un petit sourire apparut sur le visage de la vieille dame. Maintenant, peut-être que je recommence à apprendre. Le changement dans le quartier fut progressif, mais indéniable. Les voisins, qui avaient autrefois traversé la rue pour éviter Catriel, s'arrêtaient maintenant pour bavarder. Monsieur Fournier, le jardinier à la retraite de la rue voisine, vint un jour avec des outils et des plants de tomates. « Votre jardin a un bon ensoleillement, » dit-il simplement. « Ce serait dommage de ne pas en profiter. » Ensemble, ils aménagèrent un petit potager à côté du rosier. Les mains de Catriel, autrefois habituées à travailler seules, trouvèrent une nouvelle joie dans cette collaboration. Un samedi, la sonnette retentit. C'était Monsieur Benoît, le facteur, celui-là même qui froissait autrefois ses lettres. Il se tenait là, l'air embarrassé, tenant une grosse enveloppe. « J'ai trouvé ceci dans les archives du bureau de poste, » dit-il en lui tendant l'enveloppe jaunie. « Elle était adressée à vous il y a près de 20 ans, mais elle a été mal classée. Je suis vraiment désolé. » Catriel prit l'enveloppe, intrigué. L'écriture sur le devant la fit haleter. C'était celle de Jacques, son mari, celui qui l'avait quitté après la mort de leur fils. Après le départ du facteur, Catriel resta assise longtemps, fixant l'enveloppe, terrifiée de l'ouvrir, et tout aussi terrifiée de ne pas le faire. Finalement, ses doigts tremblants brisèrent le sceau. À l'intérieur se trouvait une longue lettre, les mots parfois brouillés par ce qui semblait être des larmes séchées. « Ma chère Catriel, » commençait-elle, « si tu lis ceci, c'est que j'ai trouvé le courage de te l'envoyer, ou peut-être que je ne suis plus de ce monde. Je t'écris de l'autre bout du pays, où je me suis enfui comme un lâche, incapable de faire face à notre perte, incapable de supporter la vue de ton chagrin qui reflétait le mien. » Jacques expliquait comment, consumé par sa propre douleur, il n'avait pas su comment l'aider, comment être présent pour elle. Il avait fui, pensant que ce serait plus facile, seulement pour découvrir que la douleur le suivait partout. Il parlait de remords, de nuits sans sommeil, de la façon dont le souvenir de Thomas le hantait. « Je ne mérite pas ton pardon, » concluait-il, « mais je tenais à ce que tu saches que pas un jour ne passe sans que je pense à toi, à Thomas, à la famille que nous étions. J'espère que tu as trouvé une forme de paix, celle que je cherche encore. » Des larmes coulaient sur les joues de Catriel, tombant sur le papier vieilli. 20 ans. Cette lettre avait attendu 20 ans pour lui parvenir. Jacques était-il encore en vie? Avait-il trouvé cette paix dont il parlait? Elle serra la lettre contre son cœur, laissant les émotions longtemps contenues se déverser. Ce n'était pas un retour en arrière, mais peut-être une forme de clôture qu'elle n'avait jamais eue. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, Catriel rêva de Jacques et de Thomas, non pas avec douleur, mais avec une douce mélancolie. Dans son rêve, ils étaient ensemble dans le jardin, plantant le rosier qui était devenu son compagnon silencieux toutes ces années. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle sortit un vieil album photo et le plaça sur la table de son salon.
Pour la première fois, elle était prête à partager son passé avec ses nouveaux amis. Cet après-midi-là, quand Ferdinand vint avec sa mère, Catriel ouvrit l'album. « J'aimerais vous présenter quelqu'un, » dit-elle doucement, montrant une photo d'un petit garçon souriant avec des dents manquantes à l'avant. « C'est mon fils, Thomas. » Ferdinand regarda la photo avec de grands yeux. « Il vous ressemble, » dit-il avec la franchise des enfants. « Il a votre sourire. » Catriel cligna des yeux, surprise. « Mon sourire, je ne souris pas beaucoup. »« Si, vous souriez, » insista Ferdinand, « juste différemment, comme maintenant. » Élise observait cette scène, émue. « Ferdinand a raison. Vous avez changé, Catriel. Il y a plus de lumière en vous maintenant. » Catriel toucha son visage, se rendant compte que, sans s'en apercevoir, elle souriait effectivement. Un sourire né du chagrin transformé, de la solitude brisée, de la connexion retrouvée. La vie à Marseille continuait son cours, mais maintenant Catriel en faisait partie. Elle n'était plus la figure effrayante au bout de la rue, mais Madame Catriel, la gardienne des histoires, la femme qui faisait les meilleurs biscuits et qui avait toujours un mot gentil. Un jour, alors qu'elle lisait une histoire à un groupe d'enfants dans son salon, la sonnette retentit. C'était Monsieur Leclerc, le directeur de l'école primaire locale. « Madame Catriel, » commença-t-il un peu hésitant, « j'ai entendu parler de vos séances de lecture. Les enfants ne parlent que de ça. Nous avons une proposition à vous faire. » L'école cherchait des bénévoles pour un programme de lecture avec les enfants en difficulté. Serait-elle intéressée? Catriel fut momentanément sans voix. Elle, dans une école entourée d'enfants, partageant des histoires, cela semblait si loin de la vie qu'elle avait menée ces 30 dernières années. Et pourtant, « J'adorerais », répondit-elle, surprise par sa propre assurance. Ainsi commença un nouveau chapitre dans la vie de Catriel. 2 fois par semaine, elle se rendait à l'école primaire du quartier, où des enfants l'attendaient avec impatience. Elle leur lisait des histoires, les aidait avec les mots difficiles, écoutait leurs propres récits inventés. Pour beaucoup de ces enfants, elle devint une sorte de grand-mère adoptive, une présence stable et aimante dans des vies parfois chaotiques. Au fil des mois, son réseau social s'élargit. Il y avait maintenant des dîners chez les voisins, des sorties au marché provençal avec Élise, des après-midi à jouer aux cartes avec le groupe de retraités du centre communautaire. La solitude qui avait été sa compagne fidèle pendant si longtemps se dissipa graduellement, comme un brouillard matinal sous le soleil méditerranéen. Un jour, Ferdinand arriva en courant, agitant un papier. « Madame Catriel, j'ai eu à mon exposé sur vous. »« Sur moi ?» demanda-t-elle incrédule. Le devoir consistait à écrire sur quelqu'un qui les inspirait. Ferdinand avait choisi Catriel, racontant comment elle avait été mal comprise par tout le quartier, comment elle l'avait aidé quand il était perdu, et comment elle avait transformé la perception que tout le monde avait d'elle par sa gentillesse. La maîtresse a dit que c'était une belle leçon sur ne pas juger les gens sans les connaître, expliqua fièrement Ferdinand. Catriel sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle qui avait passé tant d'années à se sentir jugée, rejetée, était maintenant un exemple positif pour un enfant. La vie avait parfois d'étranges façons de boucler la boucle. Mais ce n'était pas le seul changement dans la vie de Catriel. Avec l'encouragement d'Élise et des autres nouveaux amis, elle avait commencé à s'intéresser à la recherche de Jacques. La lettre retrouvée avait ravivé des questions longtemps enfouies. Était-il encore en vie? Avait-il refait sa vie? Voudrait-il savoir ce qu'elle était devenue? Avec l'aide de M. Dupont, le mari de la femme du pasteur qui travaillait dans l'administration, elle entama des recherches. Ce fut un processus lent et souvent frustrant. Les pistes menaient à des impasses, les adresses étaient obsolètes. Mais Catriel persévéra, poussé par un besoin non pas de réconciliation romantique, mais de compréhension, de clôture. Que va-t-il se passer? Catriel retrouvera-t-elle son mari disparu après toutes ces années? Et comment le quartier continue-t-il à changer autour d'elle? Quels autres liens se tissent dans cette communauté marseillaise? Après 3 mois de recherches infructueuses, Catriel commençait à perdre espoir.
Peut-être que Jacques n'était plus de ce monde. Peut-être que cette lettre retardée était tout ce qu'elle aurait jamais de lui. Un écho du passé, une explication tardive mais précieuse. Et puis, un mardi matin ordinaire, alors qu'elle arrosait son rosier et les nouvelles plantations qui entouraient désormais sa maison autrefois austère, une voiture qu'elle ne reconnaissait pas se gara devant chez elle. Un homme en descendit, hésitant. Grand, mince, les cheveux entièrement blancs. Il s'appuyait sur une canne, sa démarche trahissant les années passées. Mais ses yeux bleu acier, Catriel les aurait reconnus n'importe où. Jacques? Sa voix n'était qu'un murmure, à peine audible par-dessus le chant des cigales provençales. L'homme s'arrêta, semblant soudain incertain, presque prêt à faire demi-tour et à disparaître à nouveau. Puis il se redressa, comme rassemblant tout son courage. « Catriel, dit-il, sa voix plus rauque qu'elle ne s'en souvenait. Monsieur Dupont m'a trouvé. Il m'a dit que tu me cherchais. » Ils se regardèrent en silence, séparés par quelques mètres de pavés et 30 ans de vie vécue séparément. Que dit-on à l'homme qui vous a brisé le cœur, mais dont le cœur était tout aussi brisé? Comment commence-t-on à combler un gouffre si profond? Voudrais-tu entrer? Proposa finalement Catriel, surprenant elle-même par le calme de sa voix. Je viens de faire du thé. Dans son salon, assis face à face comme des étrangers polis, mais liés par le fil invisible d'une histoire commune, Jacques et Catriel parlèrent. De Thomas, enfin, sans que la douleur ne les étouffe immédiatement, de ces années séparées, de la culpabilité, du chagrin, de la solitude, de la lettre qui avait mis 20 ans à arriver. « Je l'ai envoyée », admit Jacques, fixant sa tasse de thé. Mais au dernier moment, j'ai paniqué. J'ai essayé de la récupérer à la poste. La dame m'a dit qu'elle la mettrait de côté, mais j'imagine qu'elle a oublié. Ou peut-être qu'elle attendait simplement le bon moment pour arriver, suggéra doucement Catriel. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée impromptue de Ferdinand, qui entra comme une tornade, comme il en avait pris l'habitude ces derniers mois. « Madame Catriel, maman dit que je peux rester pour le goûter, si ça ne vous dérange. » Et il s'arrêta net, remarquant enfin l'étranger assis dans le salon. « Oh, bonjour, monsieur, dit-il poliment, soudain timide. » Jacques regarda l'enfant avec surprise, puis Catriel avec une question silencieuse. « Ferdinand, je te présente Jacques, un vieil ami, » expliqua Catriel. « Jacques, voici Ferdinand, mon petit rayon de soleil. » Les yeux de Jacques s'adoucirent en voyant l'affection évidente entre cette femme qu'il avait autrefois connue si intimement et ce petit garçon qui débarquait dans sa maison comme s'il y était chez lui. « Enchanté, Ferdinand, » dit-il avec un léger sourire. « Tu as l'air d'être très spécial pour Catriel. »« Elle est spéciale pour moi aussi, » répondit Ferdinand avec la franchise désarmante de l'enfance. « Elle fait les meilleurs biscuits de tout Marseille. » Et elle raconte les meilleures histoires, et elle était toute seule avant. Mais maintenant, elle a plein d'amis, parce que tout le monde a vu qu'elle était gentille. Jacques lança un regard, surpris à Catriel, qui haussa légèrement les épaules, un petit sourire aux lèvres. « Il semblerait que j'ai beaucoup à rattraper, » murmura-t-il. Ce soir-là, après le départ de Jacques, qui promit de revenir le lendemain, Catriel resta longtemps assise dans son jardin, regardant les étoiles au-dessus de Marseille. Tant de changements en si peu de temps. Le retour de Jacques n'était pas une fin de conte de fées, pas une réparation magique de tout ce qui avait été brisé, mais c'était une chance de comprendre, de pardonner peut-être, de trouver une forme de paix qu'elle n'avait jamais cru possible. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Jacques ne retourna jamais vivre dans la maison qu'ils avaient autrefois partagée. Trop d'eau avait coulé sous les ponts, trop d'années séparées. Mais il loua un petit appartement non loin et devint une présence régulière dans la vie de Catriel. Pas comme un mari retrouvé, mais comme un compagnon dans la vieillesse, un témoin du passé, quelqu'un qui comprenait la profondeur de sa perte parce qu'il l'avait vécue aussi. Ferdinand, avec l'acceptation simple des enfants, intégra Jacques dans son cercle d'affection.
Les mercredis après-midi, on pouvait désormais trouver le vieil homme aux cheveux blancs assis parmi les enfants dans le jardin de Catriel, parfois racontant lui-même des histoires de sa jeunesse, de ses voyages, de la Marseille d'autrefois. Un an jour pour jour après que Ferdinand s'était perdu et avait trouvé refuge chez Catriel, une grande fête fut organisée dans son jardin. Tous les voisins étaient là. Le boulanger M. Laurent et sa femme, le jardinier M. Fournier, la femme du pasteur et son mari, les parents de tous les enfants qui venaient régulièrement, et bien sûr, Élise et Ferdinand, invités d'honneur. Une grande table avait été dressée sous le vieil olivier, chargée de plats typiquement provençaux. Une bouillabaisse fumante, des tartines d'anchoïade, une ratatouille colorée, des fromages locaux, et bien sûr, les fameux biscuits de Catriel. « Un toast », annonça M. Dupont, levant son verre. « À Catriel, qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire, pour pardonner, pour trouver une nouvelle famille. » Les verres s'entrechoquèrent. Les sourires étaient lumineux sous le soleil marseillais. Catriel, entouré de tous ces gens qui étaient passés de voisins à amis, à famille de cœur, sentit une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Son regard croisa celui de Jacques, assis à l'autre bout de la table. Il y avait une compréhension silencieuse entre eux, une reconnaissance du chemin parcouru, des cicatrices portées, et pourtant de la beauté inattendue qui pouvait encore surgir de la vie, même après les pertes les plus dévastatrices. Ferdinand vint se blottir contre elle, son petit corps chaud et vibrant d'énergie. « Vous êtes heureuse maintenant, n'est-ce pas, Madame Catriel ?» demanda-t-il, son visage levé vers elle avec cette intuition que seuls les enfants possèdent. « Vraiment. » Catriel réfléchit à la question. Le bonheur, un concept qui lui avait semblé si étranger pendant tant d'années. « Oui, Ferdinand, » répondit-elle enfin, caressant ses cheveux. « Je crois que je suis heureuse, pas comme avant, pas de la même façon. C'est un bonheur différent, plus calme peut-être, mais tout aussi précieux. » La fête se poursuivit jusqu'au crépuscule. Les lanternes furent allumées dans le jardin, créant une atmosphère presque magique. Les enfants jouaient à cache-cache entre les arbres. Les adultes discutaient en petits groupes, partageant des histoires, des rires, des confidences. Tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Jacques s'approcha de Catriel, qui rangeait quelques assiettes. « Tu as construit quelque chose de beau ici, » dit-il doucement. « Une communauté, une famille. »« C'est Ferdinand qui a tout commencé, » répondit Catriel. « Un petit garçon perdu qui a vu au-delà des apparences. Les enfants voient bien souvent ce que les adultes ne peuvent pas voir, » acquiesça Jacques. Ils n'ont pas encore appris à se protéger derrière des jugements et des préjugés. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant les étoiles qui apparaissaient une à une dans le ciel méditerranéen. « Je pense souvent à Thomas, » dit enfin Jacques, sa voix à peine audible, « à l'homme qu'il serait devenu, à la vie qu'il aurait pu avoir. »« Moi aussi, » murmura Catriel, « chaque jour, mais maintenant ses pensées ne font plus aussi mal. C'est comme si son souvenir était une lumière douce, plutôt qu'une lame tranchante. » Jacques hocha la tête, comprenant parfaitement. Il serait fier de toi, tu sais, de voir comment tu as transformé ta douleur en quelque chose de lumineux pour tous ces enfants, pour cette communauté. Une larme solitaire coula sur la joue de Catriel, mais son cœur se sentait étrangement léger. « J'espère qu'il le serait, » dit-elle simplement. Les mois suivants furent marqués par une routine confortable. Les mercredis étaient toujours réservés aux enfants du quartier, mais désormais, Catriel avait aussi ses matinées à l'école, ses thés avec Madame Dupont et les autres dames, ses promenades au marché avec Élise, et 2 fois par semaine, des dîners avec Jacques où ils reconstruisaient lentement, pièce par pièce, le puzzle de leur histoire commune. Un jour d'hiver, alors que la tramontane soufflait fort sur Marseille, Ferdinand tomba malade, une mauvaise grippe, rien de grave, selon le médecin, mais suffisante pour inquiéter Élise, surtout qu'elle devait se rendre à un entretien d'embauche crucial qu'elle ne pouvait pas reporter. « Je pourrais le garder, » proposa immédiatement Catriel, quand Élise l'appela, paniquée. « Il pourrait se reposer ici pendant que tu vas à ton entretien. »« Tu es sûr ?
Il est grognon quand il est malade, prévint Élise, soulagée malgré tout. J'ai élevé un garçon, tu te souviens? Sourit Catriel. Je pense que je peux gérer un peu de mauvaise humeur. Ainsi, ce matin-là, Ferdinand fut installé sur le canapé de Catriel, entouré de couvertures, avec du thé au miel, et les médicaments prescrits par le médecin. Jacques était là aussi, lisant calmement dans un fauteuil, prêt à aider si nécessaire. « Je suis désolé de gâcher votre journée », marmonna Ferdinand, la voix enrouée. « Tu ne gâches rien du tout », assura Catriel, lui caressant le front pour vérifier sa température. « C'est ce que font les amis. Ils s'occupent les uns des autres. » Ferdinand sourit faiblement, puis demanda avec une hésitation inhabituelle, « Est-ce que vous auriez une photo de Thomas? Je voudrais voir à quoi il ressemblait. » La question prit Catriel au dépourvu. Elle jeta un regard vers Jacques, qui avait levé les yeux de son livre, tout aussi surpris. Puis, elle hocha lentement la tête. « Bien sûr, attends un instant. » Elle revint avec l'album photo, celui qu'elle avait commencé à partager ces derniers mois. Elle s'assit à côté de Ferdinand et l'ouvrit à une page, montrant un adolescent aux cheveux bruns et au sourire lumineux. « Voici Thomas à ton âge, » dit-elle doucement. Il était passionné de football et détestait les épinards. Ferdinand étudia la photo avec attention. « Il avait l'air gentil, » dit-il finalement. « Il l'était, » confirma Jacques, qui s'était approché pour regarder la photo par-dessus leurs épaules. « Il avait un grand cœur, comme toi. » Ferdinand toussa un peu, puis regarda alternativement Catriel et Jacques. « Est-ce que vous pensez qu'il serait d'accord que je sois un peu comme votre petit-fils maintenant? Je veux dire, je sais que je ne peux pas remplacer Thomas, mais... » Les paroles de l'enfant, dans leur innocence et leur profondeur, touchèrent Catriel et Jacques jusqu'au cœur. C'était Jacques qui répondit, la voix légèrement tremblante. « Je pense qu'il aurait adoré avoir un petit frère comme toi. Et nous serions honorés de te considérer comme notre petit-fils, » ajouta Catriel, enveloppant Ferdinand dans une étreinte douce, faisant attention à sa fièvre. Ce fut un moment de consécration silencieuse, une nouvelle définition de ce qu'était une famille, non pas seulement ceux qui partagent notre sang, mais ceux qui partagent notre cœur. Quand Élise revint, radieuse après avoir obtenu le poste qu'elle convoitait, elle trouva Ferdinand endormi sur le canapé, un bras autour de l'album photo, et Catriel assise près de lui, veillant sur son sommeil. « Comment a-t-il été » chuchota Élise. « Parfait, » répondit simplement Catriel. « Absolument parfait. » Cette nuit-là, après le départ d'Élise et de Ferdinand, Jacques resta plus longtemps que d'habitude. Ils s'assirent ensemble sur le petit banc du jardin, malgré le froid, enveloppés dans des couvertures, regardant les étoiles. « C'est étrange, » dit Jacques après un long silence confortable. « Pendant des années, j'ai fui cette maison, ces souvenirs, cette douleur. Et maintenant, c'est comme si une partie de moi était enfin rentrée à la maison. » Catriel acquiesça. « Je comprends. Pendant si longtemps, cette maison n'était qu'un refuge, un endroit où me cacher du monde. Maintenant, c'est un lieu de vie à nouveau. » Jacques hésita, puis prit doucement la main de Catriel. Ce n'était pas un geste romantique, pas exactement, mais un pont entre leur passé partagé et ce présent inattendu qu'ils construisaient. « Nous ne pourrons jamais revenir en arrière, » dit-il. « Nous ne pourrons jamais être ce que nous étions. Trop d'années, trop de douleurs nous séparent. »« Non, » convint Catriel, « mais peut-être que nous pouvons aller de l'avant, d'une certaine façon. Ensemble, mais différemment. » Le printemps marseillais arriva avec une explosion de couleurs et de parfums. Le jardin de Catriel, autrefois dominé par son seul rosier fidèle, était maintenant une symphonie de lavande, de romarin, de jasmin et de tant d'autres plantes, chacune ayant sa propre histoire, son propre donateur. Un samedi matin, alors que Catriel taillait ses rosiers, elle remarqua une voiture inconnue se garer devant sa maison. Une femme en descendit, élégante, dans la cinquantaine, portant un bouquet de fleurs. « Excusez-moi » appela la femme en s'approchant de la clôture que M. Fournier avait réparée des mois auparavant. « Je cherche Madame Catriel Moreau. »
C'est moi, répondit Catriel, intrigué. La femme sourit, visiblement nerveuse. Je m'appelle Claire, Claire Benoît. Je suis la fille de Jacques. Catriel sentit son cœur manquer un battement. La fille de Jacques. Bien sûr, 30 ans s'étaient écoulés. Il avait refait sa vie, eu d'autres enfants peut-être. C'était naturel, c'était compréhensible. Alors pourquoi cette révélation la troublait-elle tant? Papa m'a beaucoup parlé de vous, continua Claire, ne remarquant pas le trouble de Catriel. Il m'a raconté votre histoire, votre perte, comment vous vous êtes retrouvés. J'ai pensé qu'il était temps que je vienne vous rencontrer. Elle tendit le bouquet à Catriel, des lys blancs, ses préférés autrefois, ceux que Jacques lui offrait pour leurs anniversaires de mariage. Comment sa fille pouvait-elle savoir? Il me les offrait aussi, expliqua Claire, comme si elle lisait dans ses pensées. Chaque année pour mon anniversaire, il disait qu'elle lui rappelait quelqu'un de très spécial. Catriel prit le bouquet, touché plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Entrez, je vous en prie, j'allais justement faire du thé. » Dans la cuisine ensoleillée, les deux femmes parlèrent longuement. Claire raconta comment Jacques avait été un père présent, mais toujours légèrement mélancolique, comment il lui avait parlé de Thomas et de Catriel depuis qu'elle était petite, comme des fantômes bienveillants qui veillaient sur eux. « Ma mère est décédée il y a 10 ans, expliqua Claire. Elle savait pour vous, vous savez. Papa a toujours été honnête avec elle. Elle comprenait qu'une partie de son cœur vous appartiendrait toujours, à vous et à Thomas. » Catriel écoutait, ému, réalisant que même séparés, leur histoire n'avait jamais vraiment pris fin. Jacques avait gardé leur mémoire vivante, l'avait transmise à sa fille. Il n'avait pas effacé son passé, il l'avait intégré à sa nouvelle vie. « Papa est différent depuis qu'il vous a retrouvé, » confia Claire en sirotant son thé. « Plus léger, plus présent, comme si une pièce manquante avait été remise en place. » Quand Jacques arriva plus tard ce jour-là, il fut stupéfait de trouver sa fille et son ex-femme en grande conversation dans le jardin, riant ensemble comme de vieilles amies. Son visage s'illumina d'une joie incrédule, comme si un rêve qu'il n'avait jamais osé formuler prenait soudain vie devant lui. « Les deux femmes les plus importantes de ma vie, » murmura-t-il en les rejoignant, enfin réunies. Cette rencontre marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie de Catriel. Claire devint une visiteuse régulière, amenant parfois ses propres enfants, les petits-enfants de Jacques, qui appelèrent rapidement Catriel « Mamika », sans se soucier des complications des relations adultes. Le réseau de connexion autour de Catriel s'étendait comme les racines d'un arbre ancien, se ramifiant dans des directions inattendues, créant un réseau de soutien, d'amour et d'appartenance qu'elle n'aurait jamais cru possible. Un soir, lors d'un dîner qui réunissait Élise et Ferdinand, Claire et ses enfants, Jacques et même Monsieur et Madame Dupont, Catriel se retrouva soudain submergé par l'émotion en regardant autour de la table. Ces personnes qui, il y a à peine 2 ans, étaient des étrangers, voire des ennemis, étaient maintenant sa famille de cœur. « À quoi penses-tu » demanda doucement Jacques, remarquant son regard lointain. « Je pense à la façon dont la vie nous surprend, » répondit-elle. « À comment un petit garçon perdu a bouleversé tout un quartier et m'a rappelé comment vivre. » Ferdinand, qui avait maintenant presque 8 ans et se considérait comme très mature, gonfla la poitrine de fierté. « C'est parce que j'ai vu que vous n'étiez pas une sorcière, dit-il avec la logique simple de l'enfance. Vous étiez juste triste et seul. »« Et tu as changé ça, mon chéri, » sourit Élise, « pour Catriel et pour beaucoup d'autres. » En effet, l'effet domino déclenché par cette rencontre fortuite entre un enfant perdu et une vieille dame solitaire avait transformé non seulement leur vie, mais celle de tout un quartier. Les voisins qui autrefois s'évitaient se saluaient. Maintenant dans la rue, s'entraidaient, partageaient des moments de vie. Les enfants jouaient librement d'une maison à l'autre, sous le regard bienveillant de tous les adultes. Les personnes âgées n'étaient plus isolées, mais intégrées dans la vie communautaire. Le maire lui-même était venu un jour rendre visite à Catriel, intrigué par les récits de cette transformation sociale à petite échelle.
Il était reparti inspiré, parlant de programmes intergénérationnels et de jardins communautaires pour toute la ville. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.